faut transformer l'entreprise parce que les technologies, elles sont là et elles évoluent. Un grand conseil, c'est évidemment oser, mais avant d'oser, renseignez-vous. Pendant mes études, j'avais quasiment pas entendu parler de l'effet de serre. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme de conviction et d'action, Sylvie Géano, présidente directrice générale de Dalkia. Ingénieure de formation, diplômée de Polytechnique et de l'École des Mines, Sylvie a construit toute sa carrière dans le secteur de l'énergie en passant par des postes stratégiques chez EDF avant de prendre la tête de Dalkia en 2017. À la tête de cette filiale du groupe EDF, elle pilote un acteur clé de la transition énergétique qui accompagne les collectivités et les entreprises dans la décarbonation de leur activité à travers des solutions innovantes en efficacité énergétique, réseau de chaleur et énergie renouvelable locale. Femme engagée, elle défend également avec force la diversité, la mixité et l'égalité des chances dans les filières techniques et industrielles. Son leadership mêlant exigence et bienveillance fait d'elle une dirigeante inspirante dans un secteur en pleine transformation. Nous allons parler ensemble de son parcours, de sa vision pour l'avenir de l'énergie et du rôle que doit jouer Dalkia dans une transition cruciale. Je suis très heureux de la recevoir. Bonjour Sylvie. Bonjour Arnaud. Comment se sont passées les premières années de ta vie, l'environnement familial dans lequel tu as grandi, comment t'es arrivée là? Alors ça, c'est une très bonne question et j'étais pas forcément spontanément destinée à l'école polytechnique quand on regarde quelle petite fille j'étais, parce que je suis issue d'une famille avec des parents qui n'avaient pas fait des grandes études de ce type-là, qui n'avaient pas fait des grandes études scientifiques. Mais mon papa n'avait tout simplement pas le bac originellement. Ma maman est d'origine italienne. Sa maman avait immigré pendant la guerre et elle s'était retrouvée à être couturière. D'ailleurs, c'est un métier pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Ceci étant, ils m'ont donné le goût à la fois du travail et le goût de l'école très vite, en me disant, et surtout ma maman d'ailleurs, parce qu'il se trouve qu'en plus elle est devenue très vite orpheline de père, elle avait cette idée qu'il fallait que les femmes travaillent, et parce que c'était aussi la liberté. Et donc elle m'a incitée à travailler. Il se trouve que j'étais bonne élève. Bonne élève, et donc qui m'a donné cette impulsion pour les études scientifiques, ce sont vraiment mes professeurs. Professeurs de maths, de physique, qui m'ont donné goût à ces matières. Et il est vrai que j'ai adoré ces matières. C'était un jeu. Alors c'est vrai, on parle souvent des problèmes de mathématiques. C'est probablement un vocabulaire trop négatif. Moi, je prenais ça comme un jeu. Et donc, voilà, je me suis engouffrée dans les mathématiques et la physique, y compris la technologie que j'ai beaucoup aimée. Et donc, j'ai passé d'ailleurs à l'époque un bac dit qui était le bac, le bac scientifique, techno, scientifique associé à de la technologie, avec du dessin industriel, que j'ai bien réussi, et je suis entrée en classe préparatoire. Voilà. Et il se trouve que j'ai eu la chance de réussir l'école polytechnique, qui est une école formidable, qui est aussi un tremplin, je crois, pour une jeune femme telle que moi. À une époque où les femmes à Polytechnique, c'était peut-être plus rare qu'aujourd'hui. Alors on était 24 femmes, je crois, si ma mémoire est bonne, sur 350, 8% environ. Et en même temps, j'en ai une très belle expérience. C'est vrai qu'en ayant fait les classes préparatoires où il y avait déjà pas beaucoup de filles, finalement, j'avais l'habitude d'être baignée dans un milieu masculin. Oui, donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui me déçoit un peu aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas tant de jeunes filles aujourd'hui qui suivent ces études-là. On voit qu'elles redésertent un peu les maths avec la nouvelle réforme, mais c'est dommage. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, l'école polytechnique est retombée à 16%. Après être montée au-delà de 20%, elles viennent de remonter à 16% de jeunes filles à l'école. Et ça me gêne parce que les études scientifiques, c'est des carrières professionnelles absolument stimulantes, motivantes, qui sont porteuses de sens, qui offrent des parcours variés. Et je trouve dommage que les jeunes filles se privent un peu de ça. Pourquoi avoir choisi EDF et ce secteur à la sortie?
C'est une bonne question. Quand j'ai terminé mes études, j'ai fait l'école polytechnique puis l'école des mines de Paris, j'avais très envie de me confronter à ce qu'était le management. Ça va être un petit peu l'objet de notre discussion, mais absolument. J'avais envie de savoir si j'étais capable d'entraîner des équipes et de transformer les choses. C'est vraiment... alors, voilà, après, un peu par surprise, ou par hasard, plus exactement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait confiance, qui m'a confié une équipe de 32 techniciens, qui étaient ce qu'on appelle des gaziers. Je suis rentrée donc chez les entités d'EDF et de Gaz de France, qui s'appelait EDF GDF Service à l'époque. Et donc, j'exploitais des réseaux de gaz en région parisienne. Et j'ai travaillé aussi sur le renouvellement de ces réseaux. Donc, c'était très technique. J'étais probablement la première femme, j'avais aux alentours de 25 ans, à faire ce genre de métier. J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a appris le management. J'entrais également dans un secteur d'activité qui m'attirait beaucoup. C'était celui de l'énergie. On dit souvent que les femmes sont très attirées par les métiers médicaux, par les métiers du soin. Moi, j'avais au fond de moi cette idée que l'énergie était vitale, et c'est toujours vrai. On est sur des produits qui ne sont pas tout à fait comme les autres. On ne peut pas se priver ni d'électricité, ni d'énergie au sens large. Donc, je suis rentrée dans ce magnifique secteur d'activité et je ne l'ai pas quitté. Tout le monde parle d'énergie aujourd'hui, à juste titre, on en parlera peut-être après. Tu avais déjà perçu ça quand tu es rentrée dans le secteur? Je n'avais pas encore perçu cette question de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Pendant mes études, c'est maintenant que je regarde ça un peu bizarrement, j'avais quasiment pas entendu parler de l'effet de serre. On n'avait pas étudié ça. D'ailleurs, si vous regardez bien, l'accord de Paris, il n'a que 10 ans. C'était en 2015, on est en 2025 et d'ailleurs malheureusement 10 ans après, on a dépassé les 1,5 degrés dont on parlait beaucoup. On considérait que c'était une limite et on disait pas plus de 2 degrés. Donc c'est plus tard que cette conscience a été prise. Je crois que c'est vraiment le livre d'Al Gore qui m'a moi-même, sur le plan personnel, m'avait sensibilisé, qui s'appelait Une vérité qui dérange. Voilà. J'avais été attirée par ce métier parce que l'énergie est un bien vital, d'une part, un bien essentiel, et d'autre part, moi je suis rentrée juste avant l'ouverture des marchés à la concurrence. Et moi je suis quelqu'un qui aime transformer. Et ouvrir les marchés à la concurrence, les marchés européens d'électricité et de gaz, c'était un beau challenge, in fine. Ça a transformé Électricité de France et Gaz de France à l'époque. Et c'est ça qui m'a animée, au fond, au début de ma carrière. Tu te qualifiais comme quelqu'un d'ambitieux, tu voulais avoir des postes de direction générale, c'était un but, c'était une target, ou c'est finalement des rencontres, une progression qui s'est faite? Ou dès le départ, quand même, tu savais qu'à un moment donné, tu voudrais prendre des postes à responsabilité? Quand on démarre sa carrière, c'est extrêmement difficile de se projeter. Et c'est une question que j'adore poser maintenant quand je vois des candidats pour des postes. Je leur dis, mais comment vous vous projetez dans 10 ans? C'est quoi votre job de rêve? Et en fait, je me rends compte que c'est des managers qui m'ont aidé à construire ça aussi. Parce que moi, je me projetais un petit peu sur le coup d'après, en me disant, tiens, peut-être que je suis capable de prendre le job un jour de mon manager N+1. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand quelqu'un m'a dit, mais non, Sylvie, il faut voir beaucoup plus loin. C'était une forme de confiance et aussi une phrase qui dit, tiens... peut-être que j'ai une valeur un peu différente. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup aidé. La question des rôles modèles aussi. Et pour une fille, c'est la question des rôles modèles de femmes inspirantes qui m'ont aidée à me projeter. Et c'est vrai que de fil en aiguille, j'ai pris des responsabilités au sein du groupe EDF. Avant Dalkia, je dirigeais l'entité qui s'appelle les clients particuliers. Donc, je manageais la direction qui facture les 25 millions de Français qui sont clients d'EDF, avec un très, très gros challenge à l'époque qui était la transformation digitale de l'entreprise. Et donc, voilà, évidemment, ça m'avait donné un goût à conduire des transformations, à manager des grosses équipes. Et Dalkia est arrivé au sein du groupe EDF en 2014. Et donc, j'avais exprimé cette motivation à prendre la tête de cette belle entreprise. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément dans le détail ce qu'est Dalkia, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots la mission de l'entreprise et ce que vous faites pour vos clients et puis plus largement? Alors, Dalkia, c'est évidemment aujourd'hui un fleuron de la décarbonation de ses clients. Mais je vais quand même vous donner une anecdote parce que quand je suis arrivée en 2017,
mes techniciens me disaient, mais Madame Jeannot, on ne parle pas assez des métiers de Dalkia. Et c'est vrai que quand on essayait d'expliquer nos métiers, on avait du mal. Et j'avais un directeur financier qui me disait, mais à la fin des fins, quand j'explique Dalkia, je dis que je fais du chauffage. Alors ça c'est vraiment pas du tout ça résume pas du tout ce qu'on fait justement. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On est un très gros acteur de la décarbonation des clients. Alors comme je dis des clients, c'est de nombreux secteurs d'activité. On décarbone les bâtiments, on décarbone les industriels et on décarbone les territoires. Et on le fait tout simplement en accompagnant nos clients dans le consommer bas carbone, en consommer sans émettre de CO2, et puis dans le consommer moins, parce que quand on économise l'énergie, on n'émet pas de CO2. Alors, le consommer bas carbone chez Dalkia, c'est un peu différent des énergies renouvelables dont on parle beaucoup, qui sont les renouvelables électriques, le solaire et l'éolien. On parle beaucoup du renouvelable électrique, on en a beaucoup parlé. Alors même que d'ailleurs, en France, on produit de l'électricité décarbonée au sein du groupe EDF. Dalkia, on est au sein du groupe EDF, mais on fait tout à fait autre chose. On décarbone la chaleur. Et pour faire ça, on développe des moyens de production qui exploite et valorise les énergies des territoires. Alors, on développe des réseaux de chaleur dans les villes, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'on peut faire de l'énergie bas carbone à partir des incinérateurs de déchets, à partir des industriels qui ont des fonderies d'aluminium. On va récupérer cette chaleur. Voilà. Ouais. On peut faire des énergies renouvelables en utilisant de l'énergie du sol, la géothermie. On peut utiliser l'énergie de la mer, la thalassothermie. On peut utiliser l'énergie des rivières, l'hydrothermie. Donc ça, c'est vraiment les métiers de Dalkia. On va chercher des calories où elles sont et on les transforme avec des pompes à chaleur pour faire des réseaux. Donc il y a des tuyaux qui vont transformer finalement de l'eau chaude et aller produire du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et de la chaleur pour des industriels. Voilà, premier grand métier, consommer bas carbone et consommer moins. Alors ça fait appel à des métiers d'exploitation, des métiers de la maintenance technique. Et l'ADN de Dalkia, c'est de s'engager dans des performances, s'engager sur des baisses de consommation d'énergie, moins 10, moins 20, moins 30%. C'est ça qu'on aime faire avec nos clients dans la durée. Et donc ça, on utilise des matériels qui sont plus efficaces énergétiquement, et puis on utilise beaucoup tous les systèmes numériques qui aujourd'hui nous permettent de piloter les consommations et donc de les réduire. Tu as une idée aujourd'hui de l'impact notamment que tu as avec Dalkia sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur la trajectoire qu'on est en train de prendre? Quel est le regard que tu as? Oui, alors Dalkia, on est en France et à l'international. On était 13 500 quand je suis arrivée, on est plus de 22 000 aujourd'hui. Ça montre que les projets sont là. Et que finalement, ces clients, que ce soit des bâtiments tertiaires, des hôpitaux, des villes, des industriels, finalement, ils ont des projets de décarbonation. Donc ça me rend optimiste. Et les technologies, on les a. Il y en a encore plein à venir. Il y a encore de l'innovation dans ce secteur. Mais il y a des projets qui sont là, qui se réalisent. Et ça, c'est le métier de Dalkia. Et je peux vous dire même que nous, aujourd'hui, ce qui me préoccupe plus, c'est pas le temps de réaliser ces projets. Un chiffre quand même, 4,5 millions de tonnes de CO2 évitées grâce au projet de Dalkia aujourd'hui par an. C'est comme si on retire 2 millions de véhicules de la circulation. C'est significatif. Et moi, juste le point névralgique qui me préoccupe aujourd'hui, c'est pour réaliser tous ces projets, est-ce qu'on aura les compétences suffisantes pour les réaliser? Est-ce qu'on réussira à donner envie aux jeunes d'aller dans ces métiers de la transition énergétique? Quels sont les leviers sur lesquels tu travailles aujourd'hui? C'est de développer l'entreprise, c'est d'augmenter son impact? Alors, c'est un peu tout ça. D'une part, il faut transformer l'entreprise parce que les technologies, elles sont là et elles évoluent. Donc, il faut sans arrêt accompagner les salariés sur ces nouveaux métiers. C'est une transition énergétique, c'est aussi une transition de métier. Et par exemple, le Dalkia de 2017 n'est pas le Dalkia de 2022. Le technicien de 2017 faisait encore beaucoup de choses sur un cahier qui marquait ses interventions sur les installations de nos clients. Aujourd'hui, tout est numérique. On a un technicien 4.0, tout est numérique. Nos installations sont connectées. Elles ne l'étaient pas. On était au tout démarrage en 2017, des installations connectées, ça veut dire beaucoup de données, ça veut dire de l'intelligence artificielle. Donc on est dans une transition
de métier également, dans une transformation de l'entreprise qui en fait son succès. Et ça c'est mon rôle de leader d'accompagner ça. Après, les métiers de la transition énergétique, ils ont besoin effectivement d'un certain nombre de politiques publiques pour les accompagner. Il y a des technologies qui sont naturellement, je dirais, qui trouvent tout de suite leur équilibre économique. Mais par exemple, je vous ai parlé de géothermie, de cette énergie de la Terre. Il y a un potentiel assez formidable en France, et pas qu'en France d'ailleurs, mais en France aujourd'hui, on a clairement bien identifié la cartographie des potentiels de géothermie. En Île-de-France, on peut aller vers 1000-2000 mètres, aller chercher de l'eau chaude pour aller chauffer les habitants de Paris et de l'Île-de-France en énergie bas carbone. Il y a encore beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, développer des solutions de géothermie, par exemple, à ces distances-là, nécessite encore un accompagnement en subvention. C'est aujourd'hui le fonds chaleur qui est piloté par l'ADEME qui nous accompagne. Et donc, évidemment, ça fait un peu partie de mes sujets. Il faut qu'aujourd'hui, cette subvention du fonds chaleur, elle soit toujours là. Il y a eu beaucoup de discussions au moment des discussions budgétaires, justement. Et donc, oui, ça fait aussi partie de mon agenda. Dans ton plan stratégique aujourd'hui, quelle est ton ambition pour Dalkia et pour ses salariés ? Alors, on s'est fixé une ambition sur les millions de tonnes de CO2 évitées, justement. Alors, évidemment, il y a des ambitions économiques. Je veux dire, on est comme toute entreprise, mais c'est important. On a mis la décarbonation au cœur de la stratégie. J'ai fixé 3 piliers. Décarbonation, performance, engagement. Pour être aussi très pédagogique vis-à-vis de mes salariés. Et donc, on a fixé des chiffres sur cette décarbonation. On dit, en 2026, je vous ai dit qu'on était... alors, d'ailleurs, 4,2, c'était le chiffre que je donnais en 24, donc c'était l'année d'avant. On est à 4,5, donc on est en 2025, début d'année 2025. Donc, le chiffre vient d'être audité, justement. Donc, on est à 4,5 millions de tonnes de CO2 évitées. Et on vise 6 millions de tonnes de CO2 évitées en 2026. Donc, c'est très concret. Ça veut dire des réseaux de chaleur plus décarbonés, de plus en plus décarbonés. C'est d'ailleurs très intéressant. Quand j'ai démarré le management de Dalkia, quand on développait des réseaux de chaleur, on visait plus de 50% d'énergie bas carbone, plus de 50% d'énergie renouvelable, c'est-à-dire de la récupération de chaleur industrielle, de la géothermie, enfin tout ce que je vous ai cité, ça peut être également du bois énergie, etc. Aujourd'hui, les clients nous demandent d'aller au-delà, très souvent, de 75%, voire 90%. Il y a même des réseaux aujourd'hui qui affichent 100% d'énergie bas carbone, donc c'est tout à fait remarquable. Et donc, vous voyez la tendance, c'est ça qui fait mon optimisme aussi. Donc, on essaye, on met des chiffres, on met des objectifs parce que ça, c'est motivant pour l'entreprise. Tu as dit plusieurs fois le mot transformation, aussi bien quand tu es arrivé chez EDF, avec l'ouverture à la concurrence, la transformation digitale, aujourd'hui la transformation de Dalkia. Est-ce qu'il y a une sauce secrète, une méthode ou quelque chose que tu as appris justement sur les sujets de transformation, où tu dis maintenant quand il faut transformer une organisation, c'est comme ça? Moi, je crois d'abord au sens qu'on donne, le sens qu'on donne à nos équipes. Alors c'est intéressant parce que juste avant notre échange, j'étais avec le top 150, quand on dit Dalkia, avec tous mes managers, et certains disaient, mais voilà, en 5 ans, qu'est-ce qu'on a bougé? Qu'est-ce qu'on a fait bouger Dalkia? Dalkia d'aujourd'hui n'est plus le Dalkia d'hier, n'est plus le Dalkia de 2017. Et on l'a fait parce qu'on a donné beaucoup de sens, beaucoup d'orientation, beaucoup d'objectifs. Et le sens, clairement, aujourd'hui, c'est assez formidable pour moi, c'est le sens de la décarbonation, de cette lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, un technicien de Dalkia qui disait en 2017 qu'il faisait du chauffage, justement, il ne dit plus ça. C'est très intéressant parce que moi, j'aime beaucoup aller sur le terrain, j'aime beaucoup aller au contact, j'aime beaucoup aller échanger avec mes salariés. Ça me nourrit, comme mes clients me nourrissent évidemment naturellement. Et aujourd'hui, nos techniciens sont fiers de dire à leur famille: J'agis dans la lutte contre le changement climatique. Je suis au cœur de cette transition énergétique. Et mon expertise, mon métier est essentiel. C'est un prérequis pour toi, le sens, dans une transformation? Oui. Après le reste, le reste finalement, c'est que du process. C'est un prérequis. Ouais. Je pense que les gens, ils ont tellement envie de savoir où on va, leur dire les choses.
Hein. D'ailleurs, on peut construire ce sens ensemble aussi. C'est un travail collectif, je crois. On est dans un monde quand même qui devient de plus en plus complexe. Et le sens, c'est aussi se raccrocher, c'est se donner une colonne vertébrale. Hein. Et donc après, il faut transformer. C'est pas forcément facile de transformer. Il faut mettre en place un certain nombre de choses. J'aime bien ce mot énergie, parce que moi, j'aime bien impulser pour voilà, entraîner et ordonner. C'est pas si facile que ça de transformer, bien sûr. Il faut donner du sens, des objectifs, on structure. Il y a effectivement un certain nombre de méthodes associées à ça, mais je crois que le sens, c'est vraiment le prérequis. Quand les sourires sont sur les visages, que le travail collectif, travail collectif est là, on a envie de collaborer, on a envie d'avancer. C'est la passion qui s'installe aussi dans les équipes projets. Moi, je le vois, je le lis sur les visages, et ça fait plaisir. Tu as dit que tu étais une dirigeante de terrain. Tu aimais bien aller au contact des équipes. Comment tu gères les priorités, ne serait-ce que des contraintes d'agenda, pour arriver à aller sur le terrain? Il faut prioriser. Et c'est vrai que tu pointes un sujet qui est toujours effectivement l'équation du dirigeant. Hein, comment on gère son agenda et comment on gère son équilibre personnel, parce qu'on s'inscrit dans une durée. Moi, je suis quelqu'un qui aime voir les transformations réalisées, voir les changements, gagner, développer. Donc oui, je mets dans l'agenda des créneaux réservés. Alors c'est souvent la fin de semaine, des créneaux réservés pour aller sur le terrain, c'est-à-dire me déplacer. Hein, ne pas rester uniquement à Paris, me déplacer en province, Dalkia et partout en province, me déplacer à l'international, dans les pays où on est. On est en Angleterre, on est en Pologne, on est au Moyen-Orient, on est aux États-Unis. Et donc, voilà, c'est pré-programmé. Et à chaque fois que je me déplace, j'ai vraiment deux objectifs: rencontrer mes clients et rencontrer les équipes, les salariés. D'ailleurs, au tout début, ça avait un petit peu surpris mes directeurs d'entités, parce que quand je leur disais moi, je veux discuter avec une trentaine de techniciens, on me disait: mais Sylvie, tu es sûre? Juste, on va en direct sur les techniciens. Je dis oui, on va aller échanger ensemble. Et c'est juste, incroyable. Pourquoi c'est si important? C'est pour palper des choses ou ressentir des choses que peut-être tes N-1 te diraient pas de la même façon. Enfin, tu vois. C'est pour plein de choses. C'est aussi parce que les techniciens, ils sont chez les clients. Aussi, ou d'abord, ils sont chez nos clients, ils écoutent leurs attentes aussi. Alors évidemment, on écoute nos clients en direct, mais à travers les techniciens, on comprend aussi nos clients. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que quand on transforme, on est passé du papier au technicien 4.0, on met en place des nouveaux outils, on met en place des nouvelles méthodes de travail, on est plus connecté, ça change les métiers. J'ai besoin de percevoir si cette transformation, elle s'orchestre avec facilité ou si elle présente aussi des difficultés. C'est important, ça, de le sentir aussi à mon niveau, parce que derrière, il y a des DRH, il y a des directions des opérations et il y a des chefs de projet qui orchestrent tout ça. Et à moi d'impulser et de corriger le tir s'il y a des petites choses qui ne vont pas. Donc voilà. Et puis, enfin, et je crois que c'est difficile d'ailleurs de hiérarchiser, c'est aussi de donner de la fierté tous les métiers de Dalkia. Et ça, je m'y attache. Je vous parle des techniciens, mais j'essaye aussi d'aller voir des métiers qui sont parfois considérés un peu plus dans l'ombre, des gens qui facturent, des gens qui font du recouvrement, des juristes, etc. Parce que c'est important de montrer que leur métier compte dans l'organisation. Je vous ai dit que tout est travail collectif, tout est travail collaboratif. On ne gagne pas des beaux projets de décarbonation avec des clients aussi variés que nous avons sans ce travail collectif. Il me paraît tellement important de leur donner de la fierté. Comment tu arrives à prendre le recul nécessaire pour effectivement rester toujours focus et aligné avec tes principes tout en faisant face à la difficulté du poste? Évidemment. Je viens de te parler de fierté. La fierté, ça me fait penser à cette crise du Covid. On l'a tous vécu. C'était très particulier quand l'annonce du confinement a été faite. On se souvient toutes de cette prise de parole d'Édouard Philippe qui a été rentré chez vous. Et moi, j'ai une entreprise avec des milliers de techniciens qui... Alors là, pour le coup, le mot chauffage fait tout son sens.
Je veux dire, je ne pouvais pas dire à mes techniciens qui produisent du chauffage bas carbone, de l'eau chaude, de la chaleur industrielle pour des métiers qui pouvaient être tout à fait essentiels, de se confiner. Donc, on a eu toute cette réflexion et toutes ces nouvelles procédures à mettre en place pour dire, voilà, la juste dimension de l'entreprise pour assurer nos missions essentielles. C'est celle-là. Ça a été un moment très fort, très anxiogène pour les équipes. Et donc, ça, c'est à moi de rassurer, à moi de prendre les décisions. Un exemple aussi, nous sommes dans plus de 2000 sites hospitaliers chez Dalkia. Pour assurer l'exploitation justement des systèmes énergétiques. Et tout simplement, par exemple, dans les chambres qui hébergeaient des malades du Covid, on avait des systèmes de pression et de dépression pour éviter que le Covid sorte en fait de la chambre. J'espère que je suis claire. Et donc, nos techniciens étaient très acteurs de ça. C'est leurs compétences qui ont permis de mettre tout ça en place. Ça a été un moment à la fin. Ça a été au démarrage un peu stressant, un peu anxiogène, des process. Et à la fin, c'est 88% des salariés de Dalkia qui m'ont dit être fiers de travailler chez Dalkia. Donc, on en sort grandi. C'est un bel indicateur. Pourquoi t'être engagé à l'extérieur de l'entreprise et de façon assez vaste pour que les entreprises s'engagent ? Alors, les entreprises s'engagent, c'est une communauté qui est animée par un groupement d'intérêt public aujourd'hui, qui est une communauté publique-privée. Qui est vraiment très engagée sur l'emploi et sur les questions de durabilité. On veut vraiment contribuer à la construction d'une société plus inclusive et plus durable, avec ce constat qu'il y a aujourd'hui 1,4 million de jeunes qui sont sans formation, sans emploi. Il y a aussi des difficultés sur l'emploi des seniors, il y a des difficultés dans la diversité aussi des profils, et donc on a vraiment voulu travailler ensemble sur ces questions-là. Et Sylvain Raymond est donc le directeur général de ce groupement d'intérêt public. Aujourd'hui, les entreprises s'engagent, c'est 100 000 entreprises qui s'engagent, donc c'est-à-dire qu'on dit sur la plateforme des entreprises s'engagent qu'ils allaient s'engager pour faire de l'alternance, du mentorat, pour recruter des personnes éloignées de l'emploi, etc., etc. Et moi, j'ai rencontré Sylvain Raymond parce que Dalkia recrute aussi. C'est une belle rencontre, en fait. Dalkia recrutant, on est très engagé sur ces questions d'alternance, de mentorat, de faire prendre conscience aux jeunes qu'il y a des métiers qui sont porteurs, qui les attendent en quelque sorte. Engouffrez-vous dans ces métiers de la transition énergétique, d'une part. Et puis, évidemment, je suis très engagée sur le sujet de la féminisation. Tu sais, quand je suis arrivée chez Dalkia, il y avait, et on n'est encore pas très très loin de ce pourcentage parce qu'il n'y a pas de femmes chez les techniciens, on est 14% de femmes chez Dalkia. Donc ça, c'est aussi un sujet qui m'anime beaucoup. Et donc, j'ai accepté de coprésider d'ailleurs avec Thibaut Guilluy. Thibaut Guilluy, c'est le patron de France Travail. Donc, vous voyez qu'on est très connectés. C'est très logique de faire cette animation ensemble. Moi, animant un certain nombre d'entreprises qu'on appelle le collège des mécènes. Je suis présidente de cette partie-là. Et puis, France Travail qui est là pour aussi ouvrir sur les demandeurs d'emploi. Donc, voilà, ça m'anime parce que ça me fait aussi un peu mal au ventre de voir des jeunes qui sont un petit peu sur le côté de la société et on veut les réembarquer. Comment est-ce que toi, tu convaincrais un dirigeant d'entreprise qui peut-être nous écoute de sortir, de s'engager on se parle en plus à un moment où, sur le D&I aux États-Unis, un peu un risque de retour en arrière sur ces sujets d'impact ou de responsabilité sociale. Comment est-ce que tu perçois ça et comment est-ce que tu convaincrais un dirigeant d'entreprise qui nous écoute de s'engager dans la communauté ? S'engager dans la communauté, c'est vraiment... Alors, c'est vraiment avoir un impact sociétal pour faire, pour faire en sorte qu'on ne laisse personne de côté. Et ça, les entreprises, elles ont un rôle majeur parce que les entreprises... elles créent de l'emploi. Et donc, pourquoi ne pas s'intéresser à certains profils qui sont un peu éloignés de l'emploi ? Ça, c'est un peu le rôle naturel de l'entreprise. Et ce que je leur dirais aussi, je vais vous raconter une histoire parce que on a parlé de fierté, c'est que c'est important aussi pour nos propres salariés.
On a lancé fin d'année chez Dalkia une plateforme interne qui s'appelle Dalkia s'engage. J'étais un peu préoccupée parce que par l'idée de savoir si nos salariés avaient envie d'aller parler de leur métier dans les écoles, s'ils avaient envie eux-mêmes aussi de s'engager. Comment ils se positionnaient un peu par rapport à ça? Parce qu'on dit les jeunes aujourd'hui, le sens, on en a parlé, c'est important. Je voulais mesurer. C'est pas si facile que ça de mesurer. Donc on a créé cette plateforme-là et on l'a créée en décembre. Et aujourd'hui, on est début mars, j'ai 1350 salariés qui se sont inscrits sur Dalkia s'engage. Alors qu'on propose 3 choses. On propose de permettre à l'ensemble de nos salariés d'aller parler de leur métier dans des écoles primaires, dans des collèges, dans les lycées, pour donner envie à des jeunes. Mmh. Deuxième rôle qu'on leur propose, c'est d'être mentor d'un jeune. Mentor d'un jeune dans un quartier prioritaire de la ville, un jeune qui connaît peut-être pas, même qui sait parfois même pas ce que signifie le mot ingénieur, voyez. Donc là encore, accompagner un jeune, expliquer, orienter, accompagner dans les stages. Et puis la troisième chose qu'on propose, et on laisse un petit peu de temps à nos salariés pour ça, c'est d'aller découvrir ce monde associatif sur plein de sujets. On a sélectionné un certain nombre d'associations. Et donc, certains salariés vont aller travailler sur le handicap, d'autres vont aller faire des repas au Resto du Cœur, d'autres vont aller travailler dans les quartiers prioritaires de la ville pour faire de l'information, du mentorat, etc. C'est très intéressant de voir ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une attente aussi en interne de nos salariés. Donc, je pense que quand le dirigeant prend la main, dit moi je vais être une entreprise qui m'engage dans cette société, et bien finalement ça donne de la fierté aussi à l'interne et ça donne ça solidifie la colonne vertébrale, comme je dis. Tu disais effectivement que tu étais aussi engagé pour la cause des femmes, pour le plus de parité et de mixité dans les entreprises. Comment tu vois les choses évoluer plutôt sur ce sujet-là? Alors j'ai vraiment plusieurs choses qui m'animent sur le sujet de la féminisation. Alors, premièrement, la transition énergétique. On y revient, la décarbonation. L'ADEME, là je parle de la France. L'ADEME évalue à 300 000 emplois qui vont être créés d'ici 2030 dans ces métiers-là. Ce que je constate aujourd'hui, début 2025 chez Dalkia, c'est que ces métiers sont en tension. C'est pas si facile que ça. Je vais recruter entre 2000 et 3000 personnes. C'est pas si facile que ça de trouver ces profils. Et donc, je me dis, et dans ces profils de techniciens, il y a entre 3 et 10% de jeunes filles, à peine. Il faut en plus qu'en sortie de diplôme, elles aient envie de garder cette fonction technique. Et donc, je me dis, c'est quand même dommage. On se prive quand même d'une sacrée partie de la population pour aller nourrir ces diplômes. Là, il y a presque un effet nombre. Alors, c'est un peu facile que ça. Moi, j'ai mon profil mathématicienne, mais c'est la première raison. La deuxième raison, c'est clairement que je pense que il y a plein de métiers porteurs dans les métiers qui sont dits plus masculins, les métiers du digital, les métiers de la technologie, les métiers de la transition énergétique, de l'énergie. Et je trouve que c'est un peu dommage que les jeunes filles s'excluent. Parce que c'est des voies porteurs, des parcours professionnels porteurs, on peut faire des carrières avec souvent des meilleures rémunérations aussi. Et donc je trouve ça un peu dommage. Ça nourrit toujours, vous savez, ce 14%, 13,9% qu'on voit sur le site de l'État, qui est la différence de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes. C'est dommage, c'est dommage. Donc ça m'anime aussi. Et je crois. Enfin, franchement, je suis une convaincue de la performance grâce à la diversité des équipes dans la gestion de projet. Je suis vraiment... alors, on a besoin à la fois quand on fait des projets, on a besoin évidemment de plusieurs compétences différentes. Ça va de la technique au commercial en passant par le juridique, etc. Et la qualité de l'équipe va se forger par la qualité des personnes et pratiquement par leurs différences entre eux. Donc, hommes et femmes, bien sûr. Ça peut être aussi des origines sociales, ça peut être des origines de diplôme. Je crois profondément à ça. Je l'ai vécu très souvent dans mon parcours professionnel, observé. Donc ça crée de la performance parce que ça crée des discussions et de la richesse dans les points de vue. Et dernier point, pour moi, ça crée aussi énormément de plaisir au travail.
dans la découverte des uns ou des autres. Et d'ailleurs, c'est là où on voit que l'entreprise est extraordinairement inclusive. Parce qu'au sein de ces équipes de travail, au sein de ces groupes projets qu'on met en place tous les jours dans les entreprises, on oublie si on est homme ou femme, on oublie si on est jeune ou plus vieux, et on oublie un petit peu ce qui peut qualifier une forme de diversité. Franchement, je l'ai tellement observé. Pourquoi, en fait, tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces choix et qu'est-ce qui t'amène encore à développer cette entreprise? Plusieurs choses. C'est une vraie question qu'on peut se poser aussi parce qu'effectivement, on passe beaucoup de temps dans nos responsabilités, que j'adore, qui m'animent, qui me font plaisir aussi. Et pourquoi ? Alors, moi, j'ai fondamentalement cette envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et j'ai la chance d'être dans ces métiers de la décarbonation. Ça, c'est un thème fort et je ne suis pas rentrée à la fin des fins dans le monde de l'énergie par hasard. Ouais. J'en suis certaine maintenant. Je pense que je ne suis pas rentrée finalement chez EDF par hasard, aussi parce que je suis un produit de la méritocratie républicaine. Et donc, j'ai eu la chance de faire des études dans cette magnifique école publique, d'avoir fait des classes préparatoires, d'être rentrée à l'école polytechnique. Voilà. Et j'ai, au fond de moi, cette envie de rendre un peu les choses et donc de donner. Alors, effectivement, quand je ne donne pas à moitié. Ça, c'est aussi ma nature. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup de plaisir. Je crois que ce qui m'apporte le plus de plaisir dans mon travail, c'est les relations humaines. C'est aussi de rendre heureux dans leurs activités un certain nombre de personnes. Dalkia, c'est aujourd'hui 22 000 personnes. Et voilà, ça participe. Il y a ce sujet de forme d'humanité à travers ce métier de leader, de manager d'entreprise. On a un rôle sociétal, au fond, qui est très humain, même si évidemment il y a des données économiques derrière tout ça et du développement, parce que les données économiques, c'est ça aussi qui nous permettent de croître, donc c'est naturel, mais il y a un sujet extraordinairement humain. Alors, est-ce que toi, tu arrives à avoir vraiment des moments de coupure où tu es pur perso? Est-ce que tu arrives à le gérer? Est-ce que tu n'arrives pas à le gérer? Enfin voilà, comment ton équilibre personnel, quel est le regard que tu portes dessus? C'est une vraie grosse question. Et alors, ce qui est intéressant, parce que je vais revenir à ce sujet des seniors dont on parle beaucoup. Moi, j'ai 55 ans et donc je fais partie implicitement de cette population. Et au fond, je me sens plus d'énergie aujourd'hui qu'il y a quelque temps. Je fais quand même un témoignage. C'est important de parler de ça. Pourquoi je me sens plus d'énergie aujourd'hui ? Et peut-être c'est plus facile aujourd'hui pour moi de gérer les équilibres vie personnelle et vie professionnelle parce que mes enfants ne sont plus scolarisés. Mes enfants volent de leurs propres ailes. Et donc, il y a cette période... J'en parle parce que je pense que c'est aussi important pour les femmes, probablement, pour les hommes aussi. Il y a une période dans la vie où cet équilibre est plus difficile à gérer, je trouve, parce qu'il faut être évidemment et naturellement attentif quand on a des enfants à la façon dont ça se passe, à la façon dont ils grandissent, au temps qu'on peut y consacrer. Et donc, cette équation-là, elle est, je trouve, plus tendue un petit peu à gérer dans la période donc de scolarisation. Ça dépend de l'âge où on a fait ses enfants. Mais moi, aujourd'hui, mes enfants volent de leur propre aile et je me sens une énergie presque décuplée encore. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve que plus facile à gérer aujourd'hui que à ce moment-là, quand il y a les devoirs, quand il y a des réunions, etc. à apporter. Et puis, dans l'équilibre, il y a aussi personnellement ses passions, ses propres passions. Est-ce qu'on ressent de la frustration ou pas ? Voilà. Clairement, il y a de temps en temps des arbitrages qui se font et qui se font plutôt principalement vers la vie professionnelle. Ouais, j'imagine. C'est clair. Comment tu décompresses ? Est-ce que tu as la lecture, le sport quel est ton moyen de penser à autre chose et de faire redescendre un peu la pression ?
Alors, le sport, ça c'est sûr, c'est aussi une façon de prendre du recul, de refaire un peu le monde dans sa tête. Moi, j'aime courir, faire du vélo, et pendant ce temps, ça me donne même des idées d'innovation. J'adore la lecture, ça aussi, ça fait partie des choses, parce que quand on lit un livre, on vit autre chose, on est dans une autre histoire, et j'ai adoré donc, ce qui vient d'être sorti là, le 11 mars par je crois que c'est les pouvoirs publics qui ont lancé l'idée de prendre 15 minutes de lecture par jour. Voilà, ça m'intéresse, je vais m'atteler à ça. Et puis, mes amis, ma famille, ceux qui m'entourent. Comment est-ce que toi, tu continues à te former, tu continues à t'inspirer ? Comment tu continues à progresser Ça, c'est vraiment, c'est vraiment tout le temps qu'on peut consacrer dans notre agenda aussi. C'est un temps qui me paraît important, c'est l'écoute des autres dirigeants. Qui l'écoute, l'information, la découverte du monde, quand on voyage à l'international. Enfin, il y a plein de sujets qui nous nourrissent au quotidien et qu'on relie d'ailleurs peut-être parfois en faisant du sport, qui me font grandir. Donc, c'est vraiment l'écoute de ce qui se passe, l'observation, le benchmark, comme on dit parfois, entre les uns et les autres. Je crois que c'est vraiment ça qui participe un petit peu du fait que nous aussi, on a besoin de changer et de se remettre en question régulièrement pour que l'entreprise progresse, pour l'entreprise change, qu'on ait envie de faire des choses différemment demain qu'hier, parce qu'il faut s'adapter au monde qui bouge autour de nous. Peut-être une petite dernière, un conseil sur les jeunes justement qui écoutent. On a pas mal d'étudiants sur la gestion, la façon de gérer une carrière, sur l'ambition. En France, on parle pas trop d'ambition, on dit c'est souvent un peu tabou de dire on a de l'ambition. Enfin. Un grand conseil, c'est évidemment pour les jeunes, osez, mais avant d'oser, renseignez-vous pour bien savoir ce que vous avez au fond de vous, ce qui vous fait rêver. C'est quoi votre orientation un petit peu ? C'est pas un sujet facile, on revient à cette question de qu'est-ce que vous voulez être dans 10 ans. Et je trouve que ça se travaille, et ça se travaille en écoutant. En allant écouter justement, quand on est au lycée, commencer à s'intéresser au monde autour de soi, des entreprises, des métiers. Et ça, c'est un peu ouvrir les chakras, mais ouvrez-les. Ne vous mettez pas de barrières trop tôt. J'étais à un événement qui s'appelle Viva Fabrica il y a une dizaine de jours, qui est un événement qui a vocation à donner envie aux jeunes sur les métiers de l'industrie. J'ai rencontré plein de jeunes filles, des collégiennes. Et toutes, vraiment à 80%, les jeunes filles me disaient « je vais faire médecine ». Alors c'est un métier formidable, je ne vais pas critiquer ça. J'ai trouvé ça un petit peu étonnant de voir finalement qu'il y avait une espèce de monométier pour des jeunes filles. Je me dis, mais est-ce qu'on les a un petit peu orientées ? Est-ce qu'on a ouvert les chakras ? Ça fait partie des choses que je dirais pour les jeunes. Regardez, il y a tellement de choses passionnantes à faire. Merci beaucoup Sylvie d'avoir passé cette heure avec nous. C'était très inspirant. Je te souhaite le meilleur pour toi, pour tes salariés, pour Dalkia. Merci beaucoup encore Arnaud. Merci d'avoir accepté l'invitation, et pour vous qui nous écoutez, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode, parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.